comme nous y rencontrions parfois M. Vinteuil, très sévère pour le genre déplorable des jeunes gens négligés dans les idées de l'époque actuelle. Ma mère prenait garde que rien ne clochât dans ma tenue, puis on partait pour l'église. C'est au mois de Marie que je me souviens d'avoir commencé à aimer les aubépines. N'étant pas seulement dans l'église si sainte où nous avions le droit d'entrer, posée sur l'autel même, inséparable des mystères à la célébration desquels elle prenait part, elle faisait courir au milieu des flambeaux et des vases sacrés leurs branches, attachées horizontalement les unes aux autres, en un apprêt de fête, et qu'enjolivaient encore les festons de leur feuillage, sur lequel étaient semés à profusion, comme sur une traînée de mariée, de petits bouquets de boutons d'une blancheur éclatante. Mais sans oser les regarder qu'à la dérobée, je sentais que ces apprêts pompeux étaient vivants, et que c'était la nature elle-même qui, en creusant ses découpures dans les feuilles, en ajoutant l'ornement suprême de ces blancs boutons, avait rendu cette décoration digne de ce qui était à la fois une réjouissance populaire et une solennité mystique. Plus haut s'ouvraient leurs corolles, çà et là, avec une grâce insouciante, retenant si négligemment, comme un dernier vaporeux atour, le bouquet d'étamines, fines comme des fils de la Vierge, qui les embrumait tout entières, qu'en essayant de mimer au fond de moi les gestes de leur efflorescence, je l'imaginais comme si ça avait été le mouvement de tête étourdie et rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuées d'une blanche jeune fille, distraite et vive. Monsieur Vinteuil était venu avec sa fille se placer à côté de nous. D'une bonne famille, il avait été le professeur de piano des sœurs de ma grand-mère, et quand, après la mort de sa femme et un héritage qu'il avait fait, il s'était retiré auprès de Combray, on le recevait souvent à la maison. Mais d'une pudibonderie excessive, il cessa de venir pour ne pas rencontrer Swann, qui avait fait ce qu'il appelait un mariage déplacé dans le goût du jour. Ma mère, ayant appris qu'il composait, lui avait dit par amabilité que, quand elle irait le voir, il faudrait qu'il lui fît entendre quelque chose de lui. Monsieur Vinteuil en aurait eu beaucoup de joie, mais il poussait la politesse et la bonté jusqu'à de tels scrupules que, se mettant toujours à la place des autres, il craignait de les ennuyer et de leur paraître égoïste s'il suivait ou seulement laissait deviner son désir. Le jour où mes parents étaient allés chez lui en visite, je les avais accompagnés, mais il m'avait permis de rester dehors, et comme la maison de monsieur Vinteuil, Montjouvin, était en contrebas d'un monticule buissonneux, où je m'étais caché, je m'étais trouvé de plein pied avec le salon du second étage à 50 cm de la fenêtre. Quand on était venu lui annoncer mes parents, j'avais vu monsieur Vinteuil se hâter de mettre en évidence sur le piano un morceau de musique. Mais une fois mes parents entrés, il l'avait retiré et mis dans un coin. Sans doute avait-il craint de leur laisser supposer qu'il n'était heureux de les voir que pour leur jouer de ses compositions. Et chaque fois que ma mère était revenue à la charge au cours de la visite, il avait répété plusieurs fois « Mais je ne sais pas qui a mis cela sur le piano, ce n'est pas sa place », et avait détourné la conversation sur d'autres sujets, justement parce que cela l'intéressait moins. Sa seule passion était pour sa fille, et celle-ci qui avait l'air d'un garçon paraissait si robuste qu'on ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les précautions que son père prenait pour elle, ayant toujours des châles supplémentaires à lui jeter sur les épaules. Ma grand-mère faisait remarquer quelle expression douce, délicate, presque timide passait souvent dans les regards de cet enfant si rude, dont le visage était semé de taches de sang. Quand elle venait de prononcer une parole, elle l'entendait avec l'esprit de ceux à qui elle avait dire, s'alarmait des malentendus possibles et on voyait s'éclairer, se découper comme par transparence, sous la figure hommace du bon diable, les traits plus fins d'une jeune fille éplorée. Quand au moment de quitter l'église, je m'agenouillais devant l'autel, je sentis tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amande, et je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus bondes sur lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur, comme sous les parties gratinées le goût d'une frangipane, ou sous leurs taches de rousseur celui des joues de mademoiselle Vinteuil. Malgré la silencieuse immobilité des aubépines, cette intermittente odeur était comme le murmure de leur vie intense dont l'autel vibrait, ainsi qu'une haie agreste visitée par de vivantes antennes, auxquelles on pensait en voyant certaines étamines presque rousses qui semblaient avoir gardé la virulence printanière, le pouvoir irritant d'insectes aujourd'hui métamorphosés en fleurs. Nous causions un moment avec monsieur de Vinteuil devant le porche en sortant de l'église. Il intervenait entre les gamins qui se chamaillaient sur la place, prenait la défense des petits, faisait des sermons aux grands.
Si sa fille nous disait de sa grosse voix combien elle avait été contente de nous voir, aussitôt il semblait qu'en elle-même, une sœur plus sensible rougissait de ce propos de bon garçon étourdi qui avait pu nous faire croire qu'elle sollicitait d'être invitée chez nous. Son père lui jetait un manteau sur les épaules. Il montait dans un petit buggy qu'elle conduisait elle-même et tous deux retournaient à Montjouvin. Quant à nous, comme c'était le lendemain dimanche et qu'on ne se lèverait que pour la grand-messe, s'il faisait clair de lune et que l'air fut chaud, au lieu de nous faire rentrer directement, mon père, par amour de la gloire, nous faisait faire par le Calvaire une longue promenade que le peu d'aptitude que ma mère à s'orienter et à se reconnaître dans son chemin lui faisait considérer comme la prouesse d'un génie stratégique. Parfois, nous allions jusqu'au viaduc, dont les enjambées de pierre commençaient à la gare et me représentaient l'exil et la détresse hors du monde civilisé, parce que chaque année, en venant de Paris, on nous recommandait de faire bien attention quand ce serait Combray, de ne pas laisser passer la station, d'être près d'avance, car le train repartait au bout de 2 minutes et s'engageait sur le viaduc, au-delà des pays chrétiens, dont Combray marquait pour moi l'extrême limite. Nous revenions par le boulevard de la Gare, où étaient les plus agréables villas de la commune.